Le 12-12 Game Changer. Amel Ramdan, François Moulek, 12 heures non-stop pour s'inspirer, comprendre et apprendre. Comment changer le game ? Notre invité est à la recherche de profils exceptionnels qui veulent faire des choses exceptionnelles. Son credo, je ne suis personne, mais je peux réussir. Il adore nager dans les océans bleus, n'a a priori pas peur des requins, mais fait surtout en sorte que personne ne boive la tasse. D'abord journaliste, puis entrepreneur, il est désormais investisseur. Il aime les autodidactes et en a même fait un podcast. Mais s'il est ici aujourd'hui, accrochez vos ceintures, c'est pour parler véhicule d'investissement collectif, entreprise à impact et surtout pour répondre à la question que tout le monde se pose, votre scoring personnel est-il désormais incontournable pour lever des fonds ? Corentin Orsini, bonjour. Bonjour. Bonjour Corentin. Alors j'imagine que chez Super Capital, tu reçois des demandes de dossiers tous les jours. Qu'est-ce qui fait que ce dossier va sortir du lot et que tu vas t'y intéresser ? Déjà, quand on reçoit un dossier qui sort du lot, ça veut dire un dossier que l'on n'a pas vu avant. Des fois, enfin même tous les jours, on reçoit des dossiers qu'on a vu 10, 20, 30, 50 boîtes faire la même chose. Et on se dit, pourquoi ce gars-là ou cette nana-là, elle va faire mieux ? Alors peut-être que il ou elle a un avantage compétitif incroyable et elle va peut-être nous convaincre de ça, etc. Mais la plupart du temps, non, c'est juste la énième boîte. Et en fait, finalement, nous, ce qu'on va essayer de chercher, c'est des aspérités. C'est justement des différences. Et de se dire, ah tiens, lui ou elle, il a un angle sur le marché qui est différent, qui est intéressant, que je n'ai pas vu avant. Et j'ai envie de le rencontrer pour qu'il me pitch et me convainque que c'est la bonne personne, le bon cheval sur qui miser. D'accord. Et donc, l'angle, c'est uniquement sur la manière d'aborder les choses ou c'est sur les secteurs d'activité ? Parce qu'on entend beaucoup de levées de fonds extraordinaires sur des boîtes de la tech et le reste. Oui, alors nous, on n'est pas le bon exemple pour parler du reste parce qu'on investit quasiment que sur la tech. Ouais. En fait, pourquoi ? C'est simple, parce que dans la tech, on peut ce qu'on appelle scaler beaucoup plus vite. Donc, en fait, si tu ouvres des restaurants, tu fais une chaîne de restaurants, c'est génial et on peut gagner beaucoup d'argent avec des restaurants. C'est top et j'adore, moi, ce business. Mais pour en ouvrir 100, 200, 1000, ça va te prendre 20 ans. Ça va te prendre énormément de temps. Pour toucher 1 million de clients avec du digital, en fait, si tu as les bons leviers, avec les mecs juste avant, par exemple, etc., et d'autres, en fait, tu peux scaler ça en 18 mois, 24 mois. C'est ça qui est incroyable. Moi, j'aimerais bien, Corentin, qu'on parle de Super Capital, parce que je ne connaissais pas vraiment le principe. Ouais. Pourtant, je m'intéresse assez à ce genre de choses. Je trouve qu'il y a une démarche qui est vraiment super intéressante. Tu peux juste nous décrire en 1 minute comment ça fonctionne, Super Capital ? En 1 minute, écoute, on est on est une communauté d'investisseurs. En fait, on est une communauté d'entrepreneurs / investisseurs. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand tu es passionné par l'entrepreneuriat, généralement, tu aimes faire des choses et tu aimes soutenir des entrepreneurs. Et donc, nous, on soutient des entrepreneurs comment ? Notamment en leur apportant l'un des premiers financements en dehors de la banque, en capital. Ça veut dire que nos 600 personnes aujourd'hui, on a 600 entrepreneurs / investisseurs qui sont dans notre communauté. Ces gens-là, ils sont capables de mettre un ticket, de mettre 5 000, 10 000, 20 000, 100 000 euros sur ce qui pense être le prochain succès, l'un des prochains succès dans la thématique. En fait, c'est l'équivalent de la love money, mais que tu as industrialisé. C'est exactement ça. Ouais. Je ne pourrais pas dire mieux. Mais je sais. Est-ce qu'il faut absolument avoir une casquette pour être à la tête d'un fonds d'investissement aujourd'hui ? Non, en fait, c'était surtout même l'inverse. C'est pour ça que je pose la question. Mais en fait, si tu veux te démarquer aujourd'hui dans ce monde, il faut faire les choses un peu différemment et on fait les choses un peu différemment. Et en fait, nous, l'ADN, c'est quoi ? C'est de démocratiser un peu ce métier, cette activité qui était un peu opaque, un peu élite, tu vois. Il y a 10 ans, littéralement, c'est vrai ce que je vais vous dire. Il y a 10 ans, tu allais sur Google, tu tapais « Qu'est-ce qu'un fonds d'investissement ? Qu'est-ce qu'un pacte d'actionnaires ?» Il n'y avait aucune réponse. Aucune réponse. Ah ouais. Il n'y avait pas... Je le sais, je l'ai fait. D'accord. Et en fait, aujourd'hui, il y a heureusement des milliers de résultats. C'est beaucoup plus transparent. On est dans un monde beaucoup plus transparent. Et ça, c'est notre ADN. Et c'est pour ça qu'on est né. Et c'est comme ça qu'on est né. Mais d'ailleurs, le fonctionnement en fait, de Super Capital, d'après ce que j'ai compris, est un fonctionnement hyper transparent. Parce qu'en gros... si encore une fois j'ai tout bien compris, toi et tes associés, vous sélectionnez des dossiers, vous les présentez à votre communauté, et si votre communauté vote à 75% pour ce dossier, bravo, tout le monde investit.
T'as très bien fait tes devoirs. C'est cool. C'est exactement ça. Donc, effectivement, et t'as raison, c'est en lien avec la transparence. C'est-à-dire que les gens viennent chez nous parce que ils nous font un peu confiance. Et puis, en même temps, ils ont envie de participer à l'aventure parce qu'ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de découvrir des entrepreneurs, rencontrer des entrepreneurs, comprendre est-ce que ces business, ils ont l'air intéressants, est-ce que j'ai envie de les suivre, qu'est-ce que je peux apporter. Et en fait, c'est un mix un peu entre... tout seul, dans mon côté, franchement, trouver les meilleures boîtes dans lesquelles investir, compliqué. Confier mon argent à des gens à l'aveugle via mon banquier, etc. Ouais, ok, mais bof. En fait, je fais un peu le mix des deux, tu vois. Et est-ce que le fait de financer comme ça différemment, c'est aussi une manière de financer des projets différents ? À fond. Pourquoi la réponse est oui ? Parce que, en fait... Nous, notre nature intrinsèque, c'est de financer le futur. Et en fait, les banquiers, ils regardent le passé. Ils financent le passé. Alors, pas le passé quand même. Ne faites pas dire quand même. Sur la base du passé. Voilà, sur la base du passé. Parce qu'ils regardent une boulangerie, ils savent que ça fait tant de chiffre d'affaires, que ça rapporte tant, et que ça tourne comme ça depuis 2000 ans. Quasiment. Et donc, voilà. Alors qu'une marketplace, ils savent pas trop, c'est assez récent quand même, et voilà. Donc peut-être que et certainement que dans 100 ou 200 ans, les marketplaces, elles iront dans la banque du coin et elles lèveront de l'argent comme ça. Aujourd'hui, c'est pas trop le cas. Pardon, mais est-ce que tu n'es pas la réponse avec Super Capital à ce qui semble être une diminution des liquidités et donc une diminution des financements. Oui, aujourd'hui, on peut le voir comme ça. Parce que toi, tu l'as déjà, le financement, au fond. Ton fonds, il est déjà constitué. Exact. Oui, aujourd'hui, on peut le voir comme ça, tu as raison. C'est tout à fait ça. Mais il faut quand même bien se rendre compte que lever des fonds, c'est difficile. Bien sûr. C'est difficile, même si on est là, même si plein d'autres acteurs sont là et font du super travail. Être pris à Polytechnique, c'est très difficile. Lever des fonds, c'est presque aussi difficile. Ça ne requiert pas les mêmes compétences, c'est pas les mêmes chemins, c'est pas les mêmes... Mais c'est très dur. C'est parce que c'est très parce que plein de gens veulent lever des fonds. Et en fait, tu es en concurrence avec des gens qui ne sont pas forcément concurrents dans ton business. Toi, tu fais une marketplace de vente immobilière. Et en face, il y a quelqu'un qui fait de la vente à distance de panier repas. Ça n'a rien à voir. Oui, bien sûr. Et pourtant, vous êtes en concurrence sur la levée de fonds. C'est ça qui est compliqué. Alors, c'est très, très difficile de lever des fonds, effectivement. Et pourtant, Emmanuel Macron a annoncé que d'ici 2030, il veut atteindre 100 licornes en France. Oui. Donc, finalement, c'est pas si compliqué puisqu'on atteint des montants parfois hallucinants. Alors, c'est bien. Enfin, je pense que la tendance, elle est très bonne. Enfin, je pense que c'est bien de flécher l'épargne des Français plus... un peu moins dans l'immobilier et un peu plus dans les boîtes. J'ai rien contre l'immobilier, j'en fais moi-même, c'est très bien. Mais je pense qu'il faut un peu plus la flécher vers l'économie autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une économie qui peut quand même générer beaucoup d'emplois. Les licornes dont tu parles, les 25 ou 30 licornes, peu importe, je pense qu'en tout, il y a plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui ont été créés quand même. Tout à fait. C'est pas rien. Il y a un chiffre qui est sorti il y a 2 jours, je ne me souviens plus, mais effectivement, tu vois, c'est important. Des dizaines de milliers d'emplois. Voilà, donc c'est très positif. Moi, 4 fois plus de licornes. Après, en fait, on peut toujours tergiverser sur c'est quoi une licorne ? Est-ce que c'est bien d'être valorisé 1 milliard ? Est-ce qu'elles valent vraiment 1 milliard ? Peu importe. C'est des boîtes, elles embauchent des gens. Voilà, ça crée de l'emploi, ça crée du business. Et comment on positionne un fonds aujourd'hui, donc qui a vocation à créer de la croissance, voire même de l'hypercroissance, dans un monde où, au fond, la rhétorique, c'est, au contraire, il faut aller vers la décroissance. Oui, tu as raison, c'est vraiment un sujet assez crucial. En fait, on peut financer... Alors, nous, on ne fait pas que ça, mais on en finance quand même à peu près 20-25%. Si tu finances des boîtes à impact qui sont en hypercroissance, qui, elles, ont une ambition énorme, elles vont quand même changer une petite partie, pas tout, le boulot, il est dur encore, là, mais elles vont changer une petite partie du marché, et ce sera déjà ça, tu vois. Et en fait, c'est exactement ce que tu as dit, c'est une niche, c'est vraiment un microcosme de boîtes qui peuvent faire du scaling très fort, qui peuvent changer les choses, etc. Et si tu flèches cet argent vers des boîtes qui font ça avec un impact social positif ou sociétal ou environnemental, c'est pas mal. On a vu récemment, les chiffres a priori démontrent ça, qu'il y a une augmentation des faillites des boîtes assez important. Est-ce que c'est parce que l'économie va mal ou est-ce que c'est parce que c'est des boîtes qui, de toute façon, avaient besoin de mourir pour être remplacées, justement, par des boîtes à impact, par des boîtes qui ont une autre vision du business que celle qu'on pouvait avoir il y a 5-10 ans ?
Ouais, c'est une bonne question. Je pense que c'est un peu des deux. Parce que... Je pose que des bonnes questions. Vous avez vu, c'est incroyable. Non, mais en fait, il y a eu une période où on a eu, comme vous le savez, de l'argent gratuit, plein de liquidités sur les marchés, etc. Il y a quand même pas mal de gens qui ont fait un peu n'importe quoi en investissement, en prêt, en dilutif, en non dilutif, peu importe. Bon, ok, c'est comme ça, la situation est comme ça. Donc forcément, il y a une petite purge du marché, effectivement. Maintenant, est-ce que c'est vraiment les boîtes qui... Je pense pas qu'on soit encore arrivé, hélas, à un moment où c'est les boîtes qui ne sont pas à impact qui sont remplacées par de l'impact. Je pense que ça ne suffit pas aujourd'hui encore. Aujourd'hui, c'est les boîtes un peu old school, un peu poussiéreuses, qui ont un mauvais service, par exemple, qui disparaissent et qui sont remplacées par des nouvelles qui sont plus efficientes et meilleures. Alors, heureusement, de plus en plus, ces boîtes-là, meilleures, elles intègrent au moins un petit aspect qui est plutôt bon pour la planète ou la société, etc. Donc ça, c'est bien, mais ça va prendre du temps. Et je pense que ce n'est pas le seul critère. Et j'avais envie de... Alors bon, on sort un peu du sujet. C'est quoi ta vision de l'euro numérique ? C'est quoi l'euro numérique ? Je ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est que l'euro numérique ? C'est vrai ? La nouvelle monnaie de la Banque Centrale Européenne ? Non, je ne sais pas. Tu n'as pas entendu parler ? Non. C'est vrai ? Sérieusement ? Non, c'est vrai. C'est dingue, ça. Tu es dans le milieu de l'investissement et tu n'as pas entendu parler d'une nouvelle monnaie ? Non. Oh, c'est fou, quoi. Raconte-moi ce que c'est. Oh bah, c'est assez simple, c'est une espèce de crypto-monnaie émise par la Banque Centrale Européenne qui est censée être programmable, dirigeable, etc. Traçable. Bon, et qui a un peu vocation. Alors, il y a pas mal de discussions en ce moment entre justement la Banque Centrale Européenne et les systèmes traditionnels bancaires, qui auraient un peu vocation à remplacer le système traditionnel bancaire, quoi. En fait, ce que je comprends, c'est que honnêtement, j'en avais jamais entendu parler. C'est vrai ? Non. Alors écoute, je vais te donner mon numéro de téléphone. Ce que je comprends, c'est que, en fait, ce que je trouve génial là-dedans, c'est que on a vu les cryptos. C'était une version alpha, je pense. Et ce que je trouve génial, c'est que des institutions s'inspirent d'un truc qui est né, tu vois, from the crowd. Crypto, ça, c'est génial. En fait, je te pose la question parce que ce que tout le monde dit, ce que tout le monde craint, en fait, c'est qu'au fond, de faire remonter la décision monétaire et la gestion de l'argent au niveau de la Banque Centrale Européenne, au fond, ça lamine tu vois, tout le système qui est en dessous, tout le système bancaire, et donc obligatoirement tout le système d'investissement. Et c'est vrai que si demain j'ai besoin de lever de l'argent, je peux aller voir quelqu'un comme toi. Si cette monnaie prend la forme qu'elle est censée prendre, j'ai plus d'interlocuteur. Ouais, alors je pense que c'est absolument génial sur le papier, mais ça va prendre 1000 ans. Je sais pas, ils ont l'air de vouloir aller très vite. Ouais. Je trouve que c'est génial. Maintenant, il y a aussi le principe de réalité. Avant que ton voisin fasse ça et mon voisin fasse ça, il va se passer un peu de temps. Surtout dans les pays latins. Je suis rassuré. Corentin, il y a un principe dans le 12-12, c'est que celles et ceux qui nous regardent posent des questions. Eh bien, c'est maintenant. Le 12-12 Game Changer, vos questions. Alors, première question, c'est comment tu fais connaître ton fonds ? C'est une question difficile parce que, en fait, c'est un secteur assez régulé, donc on n'a pas le droit de faire de la publicité, du démarchage, etc. pour ça. Donc, en fait, c'est beaucoup de bouche à oreille. Beaucoup de bouche à oreille, la construction d'une marque assez forte et d'une communauté. Et cette communauté, en fait, de plusieurs centaines aujourd'hui d'entrepreneurs / investisseurs, ces gens-là, ils nous envoient d'autres investisseurs, mais ils nous envoient aussi des deals, des boîtes dans lesquelles investir. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux. Tu reçois combien de dossiers par semaine ? Par semaine, ou par mois, entre 50 et 100 par semaine. Entre 50 et 100 dossiers par semaine. Ce qui fait beaucoup parce qu'en fait, tu vois, là, depuis qu'on a commencé à parler, on en a reçu, tu vois. Donc, tu reviens chez toi, tu reviens au bureau, puis enfin, c'est comme tout le monde, en fait. Hein, tu ouvres ton truc et puis tu as plein de mails. Sauf que nous, dans les mails, il y a les projets d'une vie de gens. C'est ça qui est fou. Et alors, justement, c'est vraiment intéressant ça, en termes de psychologie. Qu'est-ce que tu regardes en premier ? Est-ce que tu regardes les chiffres ? Est-ce que tu regardes le concept ou le projet, ou est-ce que tu regardes les personnes ? On regarde 3 choses et très très rapidement. On regarde l'équipe, on regarde les chiffres actuels, pas les chiffres de dans 10 ans. Genre le business plan que tout le monde cheat. Ou d'il y a 5 ans. Je veux les chiffres de ce mois-ci, là, et c'est présent dans un dossier sur 100 qu'on reçoit. Les chiffres de ce mois-ci. Hein. Et je regarde, effectivement, est-ce que la proposition de valeur, elle est claire
et je la comprends en 10 secondes. Si je la comprends pas en 10 secondes, je peux facilement switcher à autre chose. Okay. Est-ce que ce que tu décris sur les business plans, c'est quelque chose qui est devenu la norme maintenant dans les fonds d'investissement ou c'est juste chez toi? Non, alors, nous, on est sur ce qu'on appelle sur early stage. Early stage, c'est tout ce qui est tôt, donc seed, pré-seed, donc amorçage. Là-dessus, honnêtement, c'est devenu un peu la norme, en vrai. Ouais. C'est devenu... Parce que... en fait, si tu n'as pas fait de chiffre d'affaires, ça ne sert à rien d'aller voir un fonds. Alors, oui, tu as raison, sauf dans les cas où tu es un serial entrepreneur, c'est-à-dire tu as créé une boîte avant que tu as vendue, tu as prouvé que tu avais su exécuter, là tu peux. Ou alors tu as un actif technologique tellement fort, différenciant tellement fort, sur un sujet très à la mode, exemple l'intelligence artificielle en ce moment, là tu peux y aller. Si tu fais un énième truc et que tu es un first-time entrepreneur, un énième truc qu'on a vu 10 fois et que tu n'as pas d'actif techno, c'est compliqué. Ne perds pas ton temps. Ouais. Non, parce que je pose cette question parce qu'il y a 15 ans, je me souviens avoir eu une histoire assez rigolote où on montait un truc avec des potes et il y en avait un qui justement avait vendu sa boîte, etc. Et il me demande un budget et tout, donc moi je fais mon budget et quand je lui présente, il me dit non mais là on perd pas assez d'argent. Pas du tout. C'est fini cette époque-là. Ouais. Oui. Là tu parles de effectivement une époque où en fait c'était un peu trop en avance de phase. Tu sais, il y avait plein de promesses sur le papier, mais en fait, si tu regardais le nombre de gens qui étaient connectés à Internet en France, tu avais peut-être 1% ou 2%. Ouais. Donc en fait, le marché, on savait qu'il allait arriver. Et c'est comme tout à l'heure notre discussion. On pensait qu'il allait mettre 2-3 ans, il a mis 20 ans. Ça a émergé. Donc aujourd'hui, il faut être dans le réel, il faut être dans le concret. Faut présenter des chiffres. À fond. C'est vraiment... c'est fou que tu me dises, il y a un dossier sur 100 qui a en fait ce métrique. Oui, ça c'est fou. Alors, je parle vraiment des chiffres actuels, mais c'est ça qu'on veut voir, nous, investisseurs. Pourquoi ? C'est très simple. On veut arriver au moment où on pense que la boîte est en train d'exploser. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je dois faire impérativement avant d'aller voir un investisseur ? Faire du chiffre d'affaires. C'est ça. Entre autres. Non, mais en vrai, être super préparé. Super préparé. En fait, tu vas pas en Ligue 1, tu vas pas je sais pas où, je connais rien au sport, au foot, sans un... Ah non, c'est pas une casquette de foot. Non. Là, t'aurais pu me piéger. Non, mais sans un coach, sans être préparé. C'est marqué Mbappé sur ta casquette, c'est bizarre ce que tu dis. Mais tu vois, et donc pourquoi il y a encore des gens qui viennent et qui sont pas préparés ? C'est pas normal. Ouais, bien sûr. Il faut qu'ils se préparent au pitch à fond, sur le fond, sur la forme. Il faut qu'ils connaissent leurs chiffres par cœur. Il faut qu'ils aient leur discours. Il faut qu'ils sachent répondre aux questions. Effectivement, il faut qu'ils fassent un peu de chiffre, mais pas beaucoup. Mais qu'ils montrent qu'il y a une traction, qu'il y a une croissance, que c'est le bon moment. Bien sûr, bien sûr. Alors, une autre question. Quel est l'âge moyen de ceux qui investissent ? Alors, ça dépend de chez qui. Chez nous, c'est 42 ans. Ah oui. Réponse précise. Métrique précise. Voilà. Ouais. À partir de quel montant ça fait sens d'investir ? Ouais, écoute, alors c'est en train de beaucoup évoluer. C'est-à-dire, il y a 10-15 ans, investir dans les startups, si tu n'avais pas 100 000 euros, franchement, c'était suicidaire. Ouais. Aujourd'hui, tu peux commencer avec un budget beaucoup plus modeste de 5 ou 10 000 euros. Pourquoi ? Parce que les croissances, elles sont plus rapides ? Premièrement. Les sorties potentielles, elles sont plus rapides, effectivement. Ouais. C'est quoi l'échéance d'une sortie aujourd'hui ? 1 an, 2 ans ? Non, plus que ça. Plus que ça. C'est au mieux 4 ans, et plutôt en moyenne 5, 6, 7. Il y a 10 ça ans, a vachement changé, ça. Il y a 10 ans, c'était 10, 12 ans, et encore, on verra, tu vois. Aujourd'hui, ça peut être... Alors, oui, ça peut être 1 ou 2 ans, mais honnêtement, c'est rare. Et quand tu as l'opportunité de sortir au bout d'1 an, c'est que la boîte est tellement belle que tu devrais y rester. Tu vois ça m'est arrivé il y a 1 an. Donc, l'année dernière. Mais voilà, donc, je ne sais plus ce qu'on disait, mais... C'était le montant qui était... Le montant, maintenant, il est beaucoup plus faible qu'avant et c'est plutôt une bonne chose. Attention, c'est pas pour tout le monde. Et c'est pas que c'est pas pour tout le monde. Si ça t'intéresse, c'est génial, vas-y. Mais avant ça, avant d'investir dans les startups, qui est le plus risqué, investis d'abord dans de l'immobilier, investis d'abord dans de l'assurance vie, etc. Et après, voilà. Commence pas par ton argent. Voilà. C'est ça. Voilà. Commence pas par ça. Alors, on a déjà un petit peu répondu, mais est-ce que c'est pas plus dur de faire le dossier que de lever des fonds ? Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que Corentin aide à monter les dossiers ? La réponse est oui et oui. Ah ouais ? Tu aides à monter les dossiers ? On peut aider c'est pas notre job principal, mais on peut aider à monter les dossiers.
effectivement, c'est très dur de faire un bon dossier parce que le dossier, il doit être beau. Il doit être beau sur le fond, sur la forme. L'articulation entre le fond et la forme doit être parfaite. Il doit parler tout de suite, à la fois à l'écrit et à l'oral. C'est un exercice hyper complexe. Et si vous n'êtes pas bon là-dedans, reconnaissez-le, faites-vous aider. Pas forcément par nous, hein, mais il y a plein de gens sur le marché qui sont très bons. Est-ce que aujourd'hui, on a quoi comme type de revenu, comme type de retour quand on investit dans un fonds comme le tien? Alors on peut... C'est quoi l'objet? D'abord, est-ce que tu garantis des retours? On ne garantit absolument rien. Mais en moyenne, absolument rien. T'es sur quoi? La moyenne, elle est très diverse en fonction des... En fait, il y a deux choses que tu peux faire chez nous et de manière générale sur le marché. Un, investir en direct dans des sociétés. Ça, c'est le plus risqué, mais c'est aussi, forcément, le plus potentiellement rentable. Exemple, l'un des 600 ou 700 personnes de notre communauté a investi au tout début, dans Back Market, que vous connaissez certainement pour être l'une de ces fameuses licornes. Il a fait x3000. x3000. Truc de dingue. Donc là, la réponse, elle est claire. C'est énorme. C'est presque sans limite. Le fameux Jason Calacanis aux États-Unis, il a investi dans Uber au début, il a fait x15000. C'est du délire. Enfin, c'est incroyable. Donc, nous, on n'a pas encore eu de dossier sur lesquels on a fait x3000, hélas. D'accord. Mais en gros, ce que tu peux attendre d'un marché comme le nôtre, en étant diversifié, etc., sur plein de pays, sur plein de boîtes, etc., tu peux aller chercher des multiples moyens entre x2 et x5. Sur 5 ans. Voilà. Des choses comme ça. Attention, encore une fois, rien n'est garanti. Mais c'est grosso modo ce qu'on observe à peu près sur ce qu'on fait. Il y a une question là qui est assez hallucinante. Mais bon, n'est-ce pas immoral de gagner de l'argent juste en investissant par rapport à la valeur travail? Ouais, c'est une question hyper intéressante parce qu'on pourrait se dire, les mecs, ils sont là, ils font rien, ils mettent un ticket, ils attendent et ils gagnent de l'argent. Alors, il faut rappeler quand même que c'est de l'argent qui a été gagné déjà. Effectivement. Mais en plus de ça, en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'il faut générer un deal flow. Ça veut dire qu'il faut trouver les bonnes sociétés dans lesquelles investir. Ça, c'est du boulot. Et ensuite, il faut lever de l'argent, parce que nous, on n'est pas milliardaires, donc il faut lever cet argent et l'investir. Et ensuite, une fois qu'on a investi, il faut suivre ce qui se passe dans les boîtes. Ce matin, on était encore en train de suivre une boîte qui va très mal. La question, c'est est-ce qu'on remet de l'argent ou pas dans cette boîte-là? Voilà. Donc en fait, exactement. Donc en fait, c'est un boulot de très longue haleine parce que on met de l'argent, on suit ce qui se passe derrière, et surtout cet argent, il faut nous-mêmes le lever. On a nous-mêmes des comptes à rendre à nos propres investisseurs, etc. Donc en fait, sur le papier, oui, je comprends. En fait, en réalité, on se tourne pas les pouces. Moi, j'ai une question sur les débuts, pour le coup. Comment on fait pour monter un fonds d'investissement? On commence avec quoi? Ça, c'est effectivement une Bonjour, question, j'ai 100 € à investir. En vrai, on fait comme dans tout projet entrepreneurial, on commence avec, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai toujours fait, avec ce que tu as. C'est-à-dire, moi, j'avais pas grand-chose, mais j'avais un téléphone dans lequel j'avais des contacts. Et ces contacts, je me les suis créés parce que je suis pas né avec un réseau. Personne n'est né avec un réseau, quasiment. Et donc, en fait, j'ai fait quoi? J'ai appelé les 5, 10, 20 personnes autour de moi dont je savais qu'ils étaient potentiellement investisseurs. Potentiellement. Et on pourrait éventuellement se grouper pour faire des petits investissements. Mais au début, je parle de sommes, là, je parle de 2 000 €, 3 000 €. C'est tout. Hein. Donc ton premier fonds, la valeur de ton premier fonds, c'était combien? Parce que là, tu en es au 3e, je crois. Comme ça. La valeur de mon vrai premier fonds, c'était 3 millions. Et honnêtement, on pensait lever 500 000. On a levé 3 millions. Voilà. Et le deuxième fait 7 et le troisième fait environ 5. Donc, en fait, le modèle maintenant, c'est de lever à peu près 5-6 millions chaque année dans un véhicule, effectivement, et de les investir dans une 60aine de boîtes, comme tu disais tout à l'heure. Ça. Et en plus de ça, on a des investissements en direct qui se font. Donc, notre communauté d'angels, de business angels, on leur propose des investissements en direct et en plus d'investir dans le fonds, ou à la place d'investir dans le fonds, ils peuvent aussi investir en direct dans les boîtes. Bon. Corentin, franchement, c'était super intéressant. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent d'argent, tu en parles très très bien. Moi, je n'avais jamais vu un investisseur avec une casquette. Donc, tu vois, je suis quand même hyper content que tu sois venu. Ça me change la vision de l'investisseur. C'est un game changer. C'est un investisseur game changer. En tout cas, c'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et puis, je pense que toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés ont appris plein de choses grâce à toi. J'espère. Le
Game Changer.